à cœur ouvert. Cette vidéo elle est vraiment parfaite pour comprendre tout le cheminement qui m'a amené à faire de l'ASMR et surtout que la moi d'il y a 3 ans est vraiment la mieux placée pour vous expliquer les choses en détail. En gros, pour regarder cette FAQ, il faut que vous ayez regardé les précédentes, sinon vous allez pas... Enfin tu vois, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà raconté. Alors là, on va commencer avec les questions par rapport à mon quotidien d'ASMR artiste, mes journées type, l'organisation. Hello Van, même si je sais qu'aucune de tes journées ne doit se ressembler, je me demande à quoi ressemblent certaines de tes journées type, routine, tournage, montage, organisation, activité perso. C'est toujours un plaisir de te suivre depuis ces dernières années, merci pour tout ce que tu partages. Merci Héloïse. À quoi ressemble, ça je l'ai eu énormément cette question, à quoi ressemblent mes journées? Alors ça va pas être très intéressant, mais il y a clairement un schéma type de journée. En gros, alors je pourrais pas vous dire à quelle heure je me lève, parce que c'est jamais la même heure. J'ai beaucoup de mal à me lever déjà tôt, parce que je suis pas quelqu'un de lève tôt. Moi je suis lève tard, couche tard. Mais ça m'arrive d'avoir des phases en fait où je me couche tôt. Enfin pour moi se coucher tôt c'est 2h du matin. Voilà, je peux pas faire plus tôt que ça vraiment. Et je me lève à je sais pas 10h. Voilà, pour moi ça c'est tôt. C'est je me lève à 10h, je me couche à 2h. Ça c'est tôt. C'est un rythme tôt. Et en gros, quand je suis dans cette phase-là où je me couche tôt et je me lève tôt, j'appelle ça être dans le droit chemin. C'est comme ça que j'appelle ces phases-là. Et là, par exemple, j'étais dans le droit chemin pendant 2 mois. Donc c'est vachement bien. Là, malheureusement, je suis redécalée. C'est-à-dire que là, je me couche plutôt vers 9h du mat'. Là, vous allez être choqués, mais je suis dans une phase où je suis à l'envers. Ça dure jamais très longtemps. Des fois, ça peut durer 2 semaines. Le temps que je me remette dans le droit chemin. Mais là, en ce moment, je me couche. Là, hier, je me suis couchée à 9h. Enfin, ce matin, à 9h. Et là, je me suis réveillée à 14h30. Voilà, donc c'est des phases en fait que j'ai. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc bref, on fait pas attention aux heures, je vais vous raconter le déroulé d'une journée type. Donc imaginons que c'est une journée où j'ai un tournage de prévu, donc comme aujourd'hui par exemple. Donc la journée commence, je me lève, je vais à la douche, je me prépare. À ce moment-là, je me fais toujours une boisson pour me réveiller. Donc ça peut être un thé, un café ou un jus de fruits, genre un jus d'orange pressé. Je me maquille, voilà, je me maquille, je mets mes bigoudis. Une fois que je suis prête, je vais descendre dans mon studio de tournage. Donc ici, voilà, là on est dans le sous-sol. Donc je descends et là je commence à préparer mon setup du jour. Voilà le setup pour la vidéo du jour. Donc ça dépend de ce que je tourne forcément. Si c'est une vidéo triggers, je vais commencer à sortir tous les triggers dont j'ai besoin. Quel micro je vais mettre aujourd'hui? Est-ce que j'utilise cela? Est-ce que j'utilise le Blue Yeti? Mettre bien la caméra, préparer les éclairages, en fait la mise en place de ce que je vais avoir besoin pour le tournage. Si jamais j'ai besoin d'eau, si jamais j'ai besoin d'une bassine, si jamais j'ai besoin de changer les éléments dans le décor, tu vois, je prépare le setup en gros. Ensuite je remonte dans ma cuisine et là je me prépare à manger. Il faut toujours que je mange avant de tourner, c'est impératif parce que sinon j'ai mon ventre qui gargouille et qui me dérange en pleine session de tournage, ce qui est très pénible. Donc je mange toujours avant de tourner. Donc voilà, je me fais à manger, je mange. Une fois que j'ai bien mangé, je me brosse les dents, très important
minimum 1 heure parce que moi mes vidéos elles sont longues. Voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous voyez bien que mes vidéos sont longues. Elles durent entre 40 minutes et 1 heure. Donc forcément le tournage est très très long. Donc voilà, mes sessions de tournage durent minimum 2 heures. Et après, souvent, j'enchaîne avec le tournage de shorts de format court. Et là les formats courts, je peux en filmer 10 d'affilée, enfin 10 d'un coup, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, sur mes formats courts, si vous regardez bien, il y a plein de vidéos où j'ai le même look, le même make-up. C'est parce que j'ai tout tourné le même jour, tu vois. Ok, alors une fois que ma session de tournage est terminée, j'éteins tout, voilà, j'éteins tout. Je prends les cartes mémoire et je quitte la pièce. Voilà, cette pièce-là ne me sert que pour les tournages. Je ne fais rien d'autre ici. Le montage va se passer dans mon bureau qui est à l'étage de la maison, au premier étage de la maison. J'ai mon bureau avec mon ordinateur. Donc là, je vais commencer le dérushage. Donc ça va prendre un petit peu de temps. En général, pendant que ça dérush, moi je vais me faire une boisson. Je vais me faire une boisson. Là, je vais faire tout ce qui est traitement de son de tous les fichiers audio. Donc ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Après, je vais commencer à faire le montage de la vidéo YouTube, la prochaine vidéo YouTube en gros, sur Adobe Premiere Pro pour ceux qui veulent savoir quel logiciel j'utilise. Et donc là, ça dépend quelle vidéo, mais en général une vidéo YouTube me prend 2 heures. Après ça dépend quelle vidéo, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais comme je vous dis, mes vidéos sont très longues. Mes vidéos elles durent entre 40 minutes et 1 heure. Je veux dire fini, monté. Donc en gros le montage peut pas durer moins de temps que la durée de la vidéo parce qu'il faut que je visionne tout. Une fois que j'ai terminé le montage de la vidéo, je vais lancer l'exportation et là ça va prendre à peu près 20 minutes en général. 20 minutes pour une vidéo d'1 heure et pendant ce temps-là, je vais faire la miniature de ma vidéo. Donc là ça va me prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure, ouais une demi-heure. Moi mes miniatures elles sont très simples, hein. Vraiment je me prends pas la tête, mes miniatures elles sont très simples, mais j'adore faire mes miniatures. C'est le moment le plus fun je trouve. Ensuite, une fois que Premiere Pro a terminé l'exportation de la vidéo, je vérifie quand même le fichier pour voir que tout va bien, qu'il n'y a pas de bug et que le fichier a la bonne durée. Ensuite, j'importe sur YouTube. Là, ça va prendre à peu près 30-40 minutes d'importation. Et pendant que ça importe, je vais commencer à réfléchir au titre de la vidéo. Donc j'essaie toujours de trouver des titres qui soient à la fois simples mais un peu quand même accrocheurs sans tomber dans le putaclic. Moi j'ai horreur des titres qui sont trop sensationnels.
généralement c'est le moment où je vais faire la pause, enfin une pause quoi. Mais attention, une pause de la création de contenu, mais c'est pas pour autant que je vais aller me détendre ou en gros je vais aller faire mes tâches ménagères. Voilà, je vais aller m'occuper un peu de ce qu'il faut faire dans la maison. Donc je vais aller plier le linge, m'occuper de la vaisselle, passer l'aspirateur, voilà ce genre de trucs parce que bah, mine de rien j'ai une maison, il faut la tenir, tu vois. Il faut entretenir la maison. Et donc du coup bah, je profite de ce moment là que ma vidéo finisse d'importer pour m'occuper de ma baraque. Je vais faire à manger aussi pour le soir, donc là je vais commencer à cuisiner. Voilà, ça dépend ce que j'ai dans le frigo, mais des fois je vais faire des vrais plats, puis des fois je vais juste ouvrir un paquet de surgelés. Voilà. ça dépend des jours. Après manger, donc là c'est la deuxième partie de ma journée de travail qui commence. Donc je vais retourner à mon PC et bah là je vais continuer à travailler en fait. Donc ça peut être un montage à faire. J'ai toujours un montage à faire quelque part. Un short ou une vidéo ou un live à éditer. Il y a toujours un truc à faire. Une miniature à faire, répondre aux commentaires, trouver des idées de vidéos pour la semaine d'après, écrire un script. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Tu ne peux pas t'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire. En gros, je travaille 10 heures par jour en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et là, je dois dire que depuis que j'ai arrêté les lives, je revis. Parce que avant, je faisais des lives tous les mardis, jeudis, dimanches et vendredis. Tous les mardis, jeudis, vendredis, dimanche. Je faisais 4 lives par semaine. C'est-à-dire que 4 lives, 4 fois par semaine, j'avais pas mes soirées. Et que du coup à la fin de cette journée là que je viens de vous raconter, je devais redescendre, tout préparer, le setup, le décor. En plus il faut que j'adapte en vertical du coup parce que les lives c'est en vertical. Il faut que j'adapte le décor en vertical, refaire le setup en vertical du coup avec le téléphone, sortir le Blue Yeti, me repréparer, me remettre les ongles, mettre une perruque si jamais je mets une perruque, me remaquiller, machin. Et mes lives ils étaient de 22h jusqu'à minuit. Et après j'ai décalé, j'ai fait 23, 1h. Et au bout d'un moment, début 2025, j'ai complètement arrêté de faire des lives. Et ça m'a tellement libéré mes soirées, je vous jure. Voilà donc en gros à quoi ressemble une journée de tournage, mais je ne tourne pas tous les jours. Voilà, des fois ça m'arrive de pas tourner pendant 3 jours d'affilée. Hein. Et du coup les jours où je ne tourne pas, c'est des journées que je passe entièrement à mon bureau. Donc c'est un taf de bureau en fait. Et je me maquille pas, je suis pas maquillée, je suis juste à mon bureau en train de faire mes montages, mes trucs. Et c'est mes journées préférées. Voilà. Je vous le dis. Les journées où je suis au PC et que je fais que de la bureautique, c'est ce que je préfère. Voilà. Alors j'adore les tournages aussi, hein, mais c'est plus chiant, on va dire. Ça demande plus de trucs chiants à faire. Mais en tout cas, depuis que je ne fais plus de live, je suis tranquille le soir. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma journée de travail, bah avant, fallait que je revienne et tout, que je refasse tout. Et depuis que je fais plus de live, bah du coup, je peux jouer aux jeux vidéo, je peux faire du coloriage. Enfin, voilà. Donc, les lives, c'est très sympa, mais 3 fois par semaine, j'avoue que c'était très contraignant pour moi. Coucou Van, j'espère que tu vas bien en cette fin d'année. J'aimerais connaître le processus complet d'une de tes vidéos roleplay potions. Depuis le début, je me demande le temps que ça te prend entre l'écriture, le décor, la recherche et les ingrédients, ainsi que toute la logistique que ça implique. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous tes proches. Merci beaucoup, Justini. Alors, il y a plein de gens qui m'ont posé à peu près la même question et j'ai pris le commentaire de Juste Nini parce qu'elle regroupait bien tous les éléments. Ok, donc c'est parti.
j'avais écrit toutes les recettes en fait. Tu vois, par exemple, là j'avais écrit la potion aiguise méninge, et puis j'avais écrit une description: breuvage qui permet à celui qui le boit de mieux réfléchir. Et là j'avais inventé les ingrédients, donc sang de licorne, branche fraîche de thuya, morve de troll, sang de dragon, café moulu, épices de printemps, tu vois. Et en dessous j'avais écrit les ingrédients réels. Là c'est les ingrédients imaginaires et là c'est les ingrédients réels qui vont correspondre visuellement à ce que j'ai imaginé. Donc par exemple le sang de licorne, ben, en fait c'était du gel douche blanc nacré, voyez ou pas. Ensuite les branches de thuya, c'était des branches de thuya. La morve de troll, c'était un slime orange. Le sang de dragon, c'était du coulis de fraise que j'avais pris dans mon frigo. Le café moulu, c'était des grains de café. Et puis épices de printemps, c'était de la persillade. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça en fait. Ce que je fais en fait, c'est que je vais fouiller dans mes placards. Je vais prendre plein de trucs qui pourraient être des ingrédients. Ça peut être des paillettes, du sable, des confettis, voilà des trucs qui pourraient être des ingrédients à balancer. Et après j'essaye d'imaginer des noms d'ingrédients imaginaires. L'étape d'après, c'est que je pars à la cueillette dans mon jardin. Donc là, ces 4 dernières années, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc du coup c'est cool. J'ai plein de plantes, plein d'arbres, plein de buissons dans le jardin. Donc je pars à la cueillette et puis je coupe des trucs au pif dans le jardin. Voilà. Ensuite, on a l'étape de la fabrication des potions. Donc ça va être tous les liquides que je vais mettre en fiole. Donc les liquides colorés, en gros ça va être des bombes de bain, ça va être des sirops ou de la peinture à l'eau. Voilà, donc je fais tous mes mélanges. Je sais que pour tel intitulé d'ingrédients, il faut que le liquide soit bleu. Pour tel ingrédient, il faut que le liquide soit rouge, etc. Et du coup, je fais mes petites potions en fonction de ça, en fonction des intitulés. Donc là, je vais vous en lire. Je vais vous lire un petit peu des exemples de ce que j'ai mis, tu vois. Sérum d'étoiles bleues. Bah, il faut un truc bleu. Larme de crépuscule. Bon, là, c'est un peu au choix. Larme de crépuscule. Encre d'ombre lune. Encre d'ombre lune, fallait un truc un petit peu foncé. Nectar d'aube silencieuse. Là, tu fais ce que tu veux. Gelée de rosée du matin. Bah là j'ai pris ma gelée d'orbise rose. Donc ça c'est pour tout ce qui est liquide. Et pour toutes les feuilles, toutes les fleurs et les feuilles que j'aurais cueillies dans mon jardin, là ça va être des noms pareils imaginaires. Donc là j'avais écrit feuille de vigne étincelle. Alors la vigne étincelle c'est une plante qui existe dans World of Warcraft. Ensuite on a pépin de bulbobulbe. Non, pubobulbe. Le pubobulbe c'est dans Harry Potter. Voilà, ensuite j'ai mis eau de la mare de la sorcière. Bon, voilà. Le sable du marchand de sable aussi. Et si j'utilise de la mousse, tu vois, de la mousse de gel douche ou de la mousse à raser, ça va être un nuage de rêve. J'ai plein de noms d'ingrédients que j'ai écrits, que j'ai imaginés ou alors dont je me suis inspirée avec les différents jeux vidéo fantasy ou les films fantasy. Voilà. Donc tout ça, ça me prend énormément de temps. Il faut tout imaginer, il faut trouver un nom à chaque ingrédient et parfois je pousse un petit peu plus le truc en cherchant carrément des pouvoirs ou les origines d'un ingrédient, tu vois,
que bon, c'est quand même... ça demande beaucoup d'imagination, donc faire de l'impro là-dessus, c'est compliqué. À moins d'être écrivain fantasy. Et pareil pour les potions, il faut réfléchir à des pouvoirs. En fait, genre quel effet cette potion a, tu vois. Là on a... j'avais mis quoi? Ah, idée, effet, potion. Regardez, là je vous mens pas, c'est écrit idée, effet, potion. Alors j'avais mis agrandissement ou croissance, fait immédiatement grandir le buveur en doublant sa taille et en multipliant son poids par 8. Oh, j'avais pas fait dans la... Ok, la marche sur l'eau. Alors la marche sur l'eau, je me suis inspirée de World of Warcraft. Parce que pareil, la marche sur l'eau, c'est un pouvoir que peut faire le chaman. L'invisibilité, l'ouïe décuplée, voir dans le noir. Voilà, ça c'était des idées de potions que j'avais notées. Je me souviens plus si je les avais utilisées, mais voilà. Donc tout ça, tu vois, ça se prépare à l'avance. Moi j'ai beaucoup d'imagination, mais ces trucs, ça te demande quand même de la préparation si tu veux que ton roleplay il soit fluide et que tu me vois pas en train de réfléchir. Alors attends, comment je pourrais appeler ce... Alors c'est une potion qui te fait grandir, tu vois, c'est nul. C'est nul. Si tu me vois réfléchir et que tu me vois hésiter et tout, t'es pas en immersion dans le truc. Alors que si j'ai l'air de savoir ce que je dis, savoir ce que je fais, t'as vraiment l'impression d'avoir en face de toi un maître des potions, tu vois ce que je veux dire. Autre exemple, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo là. C'était un roleplay cristaux magiques, en gros cristaux enchantés. Et alors je sais pas si vous vous en souvenez parce que personne m'en parle jamais et je me souviens que j'avais été très déçue parce que j'avais kiffé la vidéo et j'avais passé énormément de temps dessus. Il avait fallu que j'invente déjà le nom de chaque cristal et les pouvoirs aussi, et aussi comment activer la magie du cristal. Enfin, il y avait tout un délire comme ça. J'avais passé énormément de temps sur l'écriture. Voilà. Donc par exemple on avait le cristal qui aime les mots doux, et en gros pour l'activer il fallait lui susurrer des mots doux. On avait aussi le cristal sur lequel il fallait souffler pour l'activer. Enfin, des fois je me dis, je pars peut-être un peu loin dans mes scripts, mais bon. Du coup justement, est-ce que lorsque tu fais des roleplays, tu écris ton script avant ou tu fais tout au feeling? En tout cas, j'adore toutes tes vidéos. Merci Manuela. Alors cette question, elle est revenue plusieurs fois. Et en gros, ça dépend des roleplays. Les roleplays fantastiques, j'écris le script toujours dans les grandes lignes. C'est-à-dire que je vais pas écrire réplique par réplique. Ça, je suis incapable de faire ça. Parce que déjà, j'ai très mauvaise mémoire. Très mauvaise mémoire. Je pourrais pas être comédienne par exemple. Enfin, genre actrice. Je pourrais pas être actrice. Parce que je ne connais pas. Je suis incapable d'apprendre un texte. En fait, je pourrais pas faire du théâtre. Je suis incapable d'apprendre un texte par cœur. Et donc écrire réplique par réplique, je ne saurais pas faire ça. Quand j'écris un script, j'écris dans les grandes lignes, en gros, la trame globale de ce qui va se passer dans la vidéo, définir mon rôle, qui je joue. Je joue une vendeuse, je joue un professeur, je joue une cliente, je joue qui suis-je. Ensuite, il faut que je détermine qui est le spectateur. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un apprenti? Tu vois. Donc en gros, quand je vous dis que je prépare mon script dans les grandes lignes, c'est-à-dire que je
je me note avant le tournage ce que le client va demander, ce que le client va acheter et ce qu'il va pas acheter. Comme ça, je savais ce qu'il y avait dans le décor, je savais ce que j'avais devant moi mis en place. Et tout ce qui est dialogue précis, genre vraiment mes répliques précises, bah là c'est vraiment, je fais au feeling, là c'est du feeling. Donc en gros, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est pour que le roleplay il soit le plus naturel et le plus immersif possible. Il faut trouver le bon équilibre entre préparation et improvisation, en gros, voilà. Donc ça c'est pour les roleplays un peu avec un storytelling, etc. Après ça dépend, parce que par exemple les roleplays brocantes, à mes zéro préparation, c'est full improvisation. Quand je suis Liliane, c'est 100% de l'improvisation. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il n'y a aucun cut. Aucun cut. Regardez les vidéos brocantes, surtout la deuxième là. Je crois qu'il doit y avoir 5 cuts en 1 heure de vidéo. Parce que j'ai tout improvisé sur le moment. Et vous savez pourquoi? Parce que Liliane, c'est un personnage qui peut totalement partir dans tous les sens. Tu vois, c'est un personnage humoristique. Et à partir du moment où il y a de l'humour, tu peux te permettre d'être absurde. Tu peux te permettre d'être... que ça ait pas de sens. Ou que, le personnage il soit... que le personnage soit un peu... tu vois. Donc c'est pas grave. Mais quand tu incarnes une vendeuse ou un maître des potions et que du coup t'es censé connaître ton sujet, tu peux, enfin je me permets moins de partir dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire, pour que ça soit le plus immersif possible. Et Liliane, c'est un personnage qui est un peu à côté de la plaque, je sais pas comment expliquer. Mais elle a fait tous les métiers. Un coup elle était boulangère, un coup elle était travailleuse du bois, enfin voilà, je peux tout improviser parce que dans tous les cas c'est un personnage absurde, Liliane. Combien de temps ça te prend pour tourner une vidéo et combien de temps tu mets à faire le montage? Alors ça dépend des vidéos. Les vidéos
difficile à gérer? Soumets-tu parfois tes vidéos à quelqu'un avant de les poster? Y a-t-il un personnage qui te rend particulièrement fier? Et d'où vient ton inspiration quant à sa création? Perso, j'ai un faible pour Père Genièvre et ses acolytes. Enfin, où est Pogo? Waouh, alors, hyper intéressante des questions. Alors moi, ce qui me manque le plus, j'avoue, dans ma vie, là, actuellement, c'est des amis créateurs de contenu. Voilà. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo les inconvénients de faire de l'ASMR. Je vous en avais déjà parlé. Du fait que je me sens très seule au niveau de mon cercle d'amis proches. Voilà. En gros, j'ai des amis, mais ils sont pas du tout réseaux sociaux. Ils sont pas réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, ils sont pas créateurs de contenu et encore moins amateurs d'ASMR, quoi. Et moi, ça, j'avoue que ça me manque d'avoir des amis créateurs de contenu avec qui échanger, avec qui partager peut-être des idées et discuter de ce qu'on vit. Mais voilà, malheureusement, mais j'en ai pas. Moi, mes amies, elles me soutiennent, mais voilà, elles sont pas du tout sur les réseaux et encore moins l'ASMR, pas du tout, quoi. Donc ouais, je travaille seule et on va dire heureusement que j'ai mon copain avec qui je peux parler quand même de tout ça et tout. Mais c'est sûr que c'est pas pareil, tu vois, ton copain et tes amis, c'est pas pareil. Et puis surtout, j'ai pas envie de le saouler H24 avec mes trucs d'ASMR et de réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est sûr que ouais, ce qui me manque, il me manquerait des amis créateurs de contenu, mais je n'en ai pas. J'ai pas trouvé, quoi. Et est-ce que je soumets mes vidéos à quelqu'un avant de les poster? Non, non, clairement pas. Je fais tout toute seule et je ne demande de conseils à personne pour mes vidéos. Après voilà, je me dis ça fait partie du métier. Tu vois, c'est un métier qui est très virtuel. Donc ouais, ça fait partie du métier d'être isolé, on va dire. Mais j'essaye de trouver des moyens de garder du lien quand même, notamment à travers les lives. Voilà, j'arrête pas de le répéter, mais je suis en live tous les vendredis sur Twitch. C'est pas de la SMR, mais tous les vendredis sur Twitch depuis 2021. Je fais des lives discussions. Voilà, je fais des lives où on papote pendant 3 heures de tout, de rien. Et c'est des lives qui me permettent aussi de sociabiliser toutes les semaines. Il y a les petits habitués et tout qui me retrouvent sur Twitch et c'est trop cool. Donc voilà, les lives c'est cool, ça permet aussi de sociabiliser un petit peu. Comment arrives-tu à gérer ton temps au niveau de ton travail et de ta vie personnelle? Est-ce que ça ne te prend pas trop de temps? Comment arrives-tu à gérer les deux en sachant que tes deux vies se passent au même endroit? C'est vrai que travailler à la maison, ça veut dire que le boulot est tout le temps à portée de main. Ça peut être vu comme un inconvénient, mais moi personnellement, je vois ça comme un avantage d'être chez moi et de travailler chez moi. Je vois ça vraiment comme un avantage et je dirais même comme un privilège parce que en tant que casanière niveau 10 000, pour moi c'est un privilège de pouvoir bosser chez soi et faire ce que je veux quand je veux. Voilà, j'adore être chez moi, donc moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et du coup on a une autre question qui dit désolé si ça peut paraître mal formulé, mais quel est ton ressenti vis-à-vis du travail à la maison? Ne remarques-tu pas un changement dans ta socialisation et rester cloisonné ne te donne pas l'impression de passer à côté de ta vie? Alors, en fait, pour moi c'est pas vraiment un problème parce que j'aime pas sortir. Comme je vous ai dit, je suis très casanière, j'ai très peu d'amis. Mes amis, je les vois une fois tous les 6 mois et j'ai 3 amis. Donc en gros ça tourne avec ces 3 là. On
se fait un déjeuner ou alors elles viennent à la maison, mais voilà, je suis pas... on va dire que le contact virtuel me suffit. C'est sûr que pour quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui adore sortir, qui a énormément d'amis, etc., ma vie peut sembler triste. Mais moi, voilà, je suis très bien comme ça et j'ai vraiment pas besoin de plus pour être heureuse, je vous jure. Je vous jure, pour moi, être chez moi, c'est un bonheur. Et Lovan, question qui m'intrigue, les créateurs de contenu se rémunèrent principalement grâce au partenariat avec des marques. Mais toi, comment arrives-tu à vivre de l'ASMR? On ne voit jamais de contenu commercial sur tes réseaux ni ta chaîne. Ah, très bonne question. Très bonne question, merci Léa. Effectivement, alors moi je fais très peu de partenariats. Pas que j'ai pas beaucoup de propositions, même si j'ai pas beaucoup de propositions, mais c'est surtout que j'en refuse aussi pas mal. Parce que tout simplement le produit m'intéresse pas ou n'est pas ASMRable, ou enfin je vois pas comment je pourrais l'intégrer en ASMR. Ou parce que ça me correspond pas tout simplement. Par exemple, HelloFresh, je vois tout le monde qui fait HelloFresh et tout. Le truc c'est qu'il faut cuisiner. J'ai pas envie. J'ai pas envie, encore une fois, j'ai pas envie de faire de vidéos cuisine dans ma cuisine. Donc du coup, je leur avais dit non. NordVPN, pareil, je vois pas comment tu peux faire une sponsor NordVPN sur de l'ASMR, je comprends pas. Là, dernièrement, on m'a proposé un déodorant. Bon, moi, je me vois pas du tout. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre un super déodorant. Regardez. Donc, ouais, en fait, je fais que des collabs quand vraiment soit ça m'intéresse, le produit est vraiment soit me correspond, ou alors est ASMRable, ou me permet d'être libre dans ma création, tu vois. Par exemple, j'avais fait un partenariat avec les cônes de glace extrêmes, voyez ou pas, des cônes de glace extrêmes, et ils en avaient sorti au citron, genre je crois que c'était des tartes de citron meringuées et un truc au chocolat, et du coup ils m'avaient laissé carte blanche et je m'étais trop éclatée parce que du coup j'avais assorti ma tenue en jaune pour le citron et tout, puis c'était ASMRable avec le cône et tout qui croque, donc c'était sympa à faire, donc là c'était pas mal. Disney, bah voilà quoi, Disney, c'est là où j'ai pu faire de l'ASMR avec la comédienne de doublage de Vaiana, les cristaux comestibles. Les cristaux comestibles, mais c'est totalement, ça me correspond totalement. Et j'ai pu inventer plein de thèmes de vidéos grâce aux cristaux comestibles, notamment les cristaux magiques. Les cristaux magiques et tout. Moi je fais que des partenariats qui me correspondent, qui m'intéressent, qui pourraient correspondre à ma communauté et qui sont ASMRables. Bref, du coup, pour répondre à ta question, comment je vis de l'ASMR, eh bien je vis uniquement de YouTube. Voilà, je ne vis uniquement des vues, de ce que YouTube me rémunère par rapport aux vues de mes vidéos. Donc je vais vous mettre tout de suite mes revenus. Voilà, je vous ai fait une capture d'écran de mes revenus du mois dernier, je crois. J'ai mis les 28 derniers jours. Donc en gros c'est le mois de janvier-décembre. Décembre-janvier, ce que mes vidéos ont rapporté. Voilà, donc il y a aussi des anciennes vidéos parce que du coup on continue de gagner de l'argent sur des vidéos qui ont été postées il y a longtemps parce que les gens continuent de les regarder forcément. Mais voilà, et donc là tu vois, on voit que tu vois, si tu additionnes tous les revenus sur la période là des 28 derniers jours, tu fais la moyenne, on est sur une moyenne de environ 140 euros, 150 euros par vidéo. Donc c'est pas énorme, mais ça me permet de vivre, sachant que je pourrais gagner beaucoup plus si je mettais des pubs en plein milieu des vidéos. Mais on fait de la l'ASMR, donc du coup je gagne vraiment le minimum. Mais tu vois, on est sur du 150 euros par vidéo. Là, mes meilleurs triggers par catégorie
sérieux. Là la vidéo 250 €, ça veut dire qu'elle a bien marché, ça c'est une bonne vidéo. Ça c'est une bonne vidéo. Donc voilà, moi je ne gagne d'argent que grâce à mes vues YouTube. Voilà, j'ai aucune autre source de revenus que mes vues YouTube. C'est pour ça que, encore une fois, je remercie les personnes qui regardent mes vidéos et qui me font vivre en fait. C'est grâce aux personnes qui regardent mes vidéos YouTube que j'arrive à vivre de ça. Comme tu l'as dit Léa, je ne fais quasiment jamais de partenariat. Je dois en faire un tous les 4 mois. Même pas, j'ai même pas compté, mais en 2025 j'ai dû faire 3 partenariats en 2025. Je suis même pas sûre, je crois que j'ai juste eu Disney, je sais même plus, mais voilà quoi, ça se compte clairement sur les doigts d'une main. Et donc ouais non, moi je gagne de l'argent uniquement avec les vues YouTube. Et je me dis tu vois c'est pas mal parce que j'arrive à me faire 150 € en moyenne par vidéo. Je précise bien en moyenne parce que tu vois il y a des vidéos qui rapportent plus et des vidéos qui rapportent moins. Mais on est sur une moyenne de 150 € par vidéo en 28 jours. Donc c'est bien. On pourrait s'imaginer que je gagne beaucoup plus parce que j'ai 975 000 abonnés. Donc là on doit se dire oh là là elle doit gagner et tout. Mais pas du tout. Parce que déjà je fais de la ASMR, donc on fait pas autant de vues que ceux qui sont dans le divertissement. Malgré mon nombre d'abonnés, je suis pas dans le divertissement, donc les vues ne sont pas comparables avec un créateur divertissement qui aurait le même nombre d'abonnés. Tu vois, ça tu peux pas comparer une niche avec un truc du divertissement, tu vois. Et puis il y a aussi le fait que je mette une seule pub par vidéo, donc forcément ça réduit le revenu. Et il y a aussi le fait que je fais pas énormément de vues, tu vois, genre je sais pas, en moyenne je dois faire 60 000 vues, même pas 50 000 vues en moyenne. Donc tu vois, je fais pas énormément de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Donc on va dire c'est ok. Et après il y a l'URSSAF les gars, et encore là c'est ce que YouTube me donne, mais après il y a l'URSSAF, l'URSSAF qui passe. Comment imagines-tu tes abonnés? À mon avis tu touches plutôt des jeunes, des millénials, etc. Penses-tu que tu apportes un vrai soutien? J'ai mon propre avis mais j'aimerais connaître le tien. Alors, comment imagines-tu tes abonnés? Bah alors en fait ça c'est intéressant parce que les gens pensent que ma communauté c'est des enfants. Je vais vous montrer mes stats. Voilà, donc là tu vois, on peut voir que au niveau de l'âge, là j'ai réglé sur depuis toujours. Vous voyez, j'ai mis le réglage depuis toujours. Donc depuis la création de ma chaîne en mars 2021 et jusqu'à aujourd'hui, on est sur 29% de 35-44 ans, 18% de 25-34, 22% de 18-24 et 9% de 13-17. Donc au niveau des jeunes, au niveau des enfants, bah ils sont quand même minoritaires. Bon, non mais je dis ça parce que une fois, ça m'a marqué, j'arrête pas de la raconter cette anecdote, mais parce que c'est tellement débile en fait. En gros, il y a une marque que j'avais repérée et du coup je les avais contactés, mais il y a longtemps, ça date déjà d'il y a 3 ans je pense. Je les avais contactés pour leur dire ouais moi je suis ASMR artiste, si vous voulez je vous fais une vidéo et tout. Et ils m'avaient répondu votre public est pas la cible. Et je leur avais dit comment ça? Ils m'avaient dit bah votre public c'est que des gamins machin. Je leur avais envoyé mes stats avec mes 35-44 qui sont en majorité là. Ils m'ont jamais répondu. Ah bah je t'ai cloué le bec hein. En fait on a l'impression que j'ai une majorité d'enfants ou de personnes très jeunes dans mes abonnés parce qu'en fait c'est les plus présents dans les commentaires. Mais moi je sais, même sans regarder mes stats, je sais à peu près à qui je m'adresse parce que je reçois des messages aussi. Je reçois des messages privés et je regarde les profils et je vois que j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de trentenaires, j'ai plein de gens de mon âge, voilà, des gens dans la vingtaine aussi. Bon désolé du coup, c'est pas du tout ce que tu disais, hein. Tu disais pas du tout que je touchais les gamins, mais
jeune.